Bonjour à tous mes chers amis, c'est votre Gaio BG, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour ce nouveau numéro de Nos Vies de Papa. Et comme vous le savez, je suis toujours accompagné d'invités de prestige. Et je vais commencer sur ma droite. Alors Simon, comment ça va? Bah ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. Bah c'est moi que ça fait plaisir, franchement, j'ai écouté les premiers et tout de suite j'ai accroché, je me suis dit si un jour je peux le faire, je le ferai, donc merci à toi. Ah c'est parfait, c'est parfait. Vous avez vu, on a la chance d'avoir nos auditeurs aussi peuvent participer au podcast, vous avez vu, c'est fantastique, c'est magnifique. Je vais enchaîner avec Steve, comment vas-tu? Écoute, moi ça va, très bien, très bien et franchement c'est un plaisir d'être là. Ah, plaisir partagé, plaisir partagé. Et Nali, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Franchement, ça va. Ça fait super plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste savoir déjà combien avez-vous d'enfants. Je vais commencer par Simon. Alors, j'ai une seule fille, Nora, qui a 1 an et 5 mois. Ok, très bien. Steve? J'ai une fille qui a 4 ans. Ok, très bien. Et Nali? Moi, j'ai une grande fille et des jumeaux, 2 garçons. Ah, des jumeaux, ça c'est intéressant ça. Mais on va être amené, tu sais qu'on va faire un épisode spécial Papa qui a des jumeaux, donc tu seras peut-être amené à revenir. Avec plaisir. Donc alors les gars, aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on parle d'éducation. Donc voilà, on est tous papas. Nous-mêmes, on a été éduqués d'une certaine manière. Et avant de parler d'éducation à proprement dite, on va dire, comment vous avez été éduqués déjà? De quelle manière avez-vous été éduqués? Et qu'est-ce que vous avez gardé de ça? Qui veut commencer? Je vais me lancer, je vais essayer de décrire un peu Vas-y. la parentalité que j'ai eue. Déjà, mes parents, ils sont pas séparés, ils sont restés ensemble très longtemps. Donc, j'ai eu mon père et ma mère présents. Mon père, il a toujours été très présent. Il m'a accompagné sur le bord des terrains au foot quand je jouais au foot. Ok. Et ma mère, elle travaillait. Et avec du recul, je me suis rendu compte que je rentrais pas forcément dans le modèle patriarcal qui pouvait être décrit, du coup, parce que du coup, ma mère avait plus le rôle de la personne qui travaille beaucoup et qui amène l'argent, et mon père était plus présent et avait le travail moins bien payé, entre guillemets. Du coup, je pense que ça a joué aussi sur mon éducation et sur ma façon de voir ma propre éducation et l'éducation de ma fille ensuite. D'accord. De toute façon, on va entrer dans les détails juste après. On va juste faire un tour de table rapide. Et toi, Steve? En fait, j'ai une éducation assez particulière. Déjà, j'ai pas grandi ici. J'ai grandi en fait en Afrique, Ok. plus précisément au Cameroun. Et j'ai eu un père qui avait en fait une vision assez très moderne pour l'époque. Ok. Donc au niveau de l'éducation, donc c'est en fait, je pense que je tire un peu ça de lui aussi. Également, c'est quelqu'un qui se fichait du titre. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus sur la fonction. Ok. Des choses. Donc lui, le fait d'être père, c'était pas un titre, c'était une fonction et il embrassait complètement cette fonction-là. Donc père présent. Même archi présent même, donc très présent, mais en même temps aussi également entrepreneur, puisqu'il est aussi chef d'entreprise. Okay. Donc voilà. Et une maman qui... en fait, j'ai un père qui était... je pense que j'ai réussi à percer sa personnalité assez rapidement. À l'extérieur, qui était comme un roc. Ouais. Ok. Donc même les gens le voyaient... comme je disais tout à l'heure, donc moi j'avais l'impression que mon père faisait 2,5 m, alors qu'il faisait 1,95 m, quoi. Ah, ça reste grand quand même. C'est relativement grand. Mais donc voilà, quelqu'un qui était comme un roc à l'extérieur, donc vu au regard des gens, mais même dès qu'on sortait de la maison, c'est un roc. Et à la maison, c'était le papa poule, c'était le papa aimant, donc qui aimait sa famille. Pas uniquement ses enfants, sa famille, clairement. Donc j'ai eu ça. J'ai eu une maman qui a été, je dirais, très sage, très axée sur la philosophie. Donc mais très jeune en fait, m'a amené en fait justement à aller sur la réflexion et la réflexion des choses. Donc se poser des questions, pousser un peu sa réflexion un peu loin. Et malheureusement, moi, en fait, justement, j'ai pas eu cette famille qui s'est
qui est resté l'image des parents qui sont restés en fait ensemble jusqu'à la fin parce que mon père est décédé en fait prématurément. Donc voilà, lorsque j'avais 11 ans. Et là, ça a été en fait une vraie fracture, en fait, justement. Parce que là, même si j'avais un socle qui était assez solide, avec l'éducation en Afrique, c'est un peu différent. Tu es éduqué chez les oncles, les tantes, machin, tout ça. Et c'était vraiment un peu complexe. C'était vraiment très complexe parce que soit tu mesures, il faut avoir en fait du recul pour mesurer la bienveillance des personnes et estimer cette bienveillance-là. Parce qu'eux, ils vont estimer qu'ils ont une certaine bienveillance, mais qui n'est pas adaptée et qui n'est pas, en fait, justement, la tienne, tu vois. Et le fait est que tu n'es pas aussi écouté. Donc, déjà, on te prend, c'est déjà une tare, tu vois. Donc, c'est déjà une tare, c'est déjà un fardeau en soi, et tu le ressens, donc, en étant enfant. Et donc, très vite, j'ai été séparé de ma mère. Donc, parce que, à un moment... on essaie de penser justement à ton bien, mais finalement, ton bien n'est pas spécialement ce qu'il faut, quoi. Donc, moi, dès les 11 ans, en fait, je n'étais plus, en fait, justement, avec ma mère, vu que mon père n'était plus là. Donc, j'étais chez des tantes, à gauche, à droite, et après, je me suis retrouvé, en fait, justement, en France. Donc, je peux me permettre de poser bien sûr, une question. Et ça, tu penses que du coup ça joue sur ta manière d'appréhender les choses en tant que père maintenant, cette éducation que tu as reçue des oncles et tantes, du coup, effectivement, ça, par rapport à tes enfants? Ça complètement, en fait, pour moi, ça a complètement remasterisé ma façon de voir les choses au niveau même de la famille, donc au niveau de l'éducation des enfants. Donc voilà, et j'ai eu en fait une mère qui a switché, qui était aimante, qui était aimante et qui est devenue une mère dure. Parce qu'en fait, ça me disait, comme étant donné que tu es le fils aîné, faut que tu sois fort. C'est bien ça. Donc, on va être le chef de famille. On va être amené à en parler plus en détail juste après. J'aimerais entendre Nali de ce côté-là. Toi, comment tu as été éduqué un petit peu? Moi, comme Simon, j'ai toujours connu mes parents ensemble. Après, moi, j'ai plutôt été élevé par... au sens... fonction, c'était plus ma mère qui gérait les choses. Mon père est médecin, donc il travaillait beaucoup. Donc c'est ma mère qui faisait tourner la maison, si je puis dire. Parce que nous, on est 5 garçons. D'accord, ah ouais, ok. Donc fallait de la poigne. Ouais, clairement. Donc j'ai été élevé par c'est ma mère qui faisait tourner la maison et mon père avait plus ce rôle de papa cool. Donc voilà, si je puis dire, c'est ma mère qui faisait tourner les choses. Donc je pense que j'ai pris des deux, moi. D'accord, ok. J'ai pris des deux, mais du coup c'est un peu difficile parce que quand faut être dur, c'est le moment où tu l'es pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Des fois, tu vas t'énerver sur des trucs où il n'y a pas de nécessité, et des trucs où tu dois serrer la vis, tu vas être cool. Et, ouais, c'est paradoxal, ça. Ouais. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Mais du coup, justement, vous, pour refaire un tour de table, qu'est-ce que vous avez gardé de l'éducation que vous avez reçue? Là, qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants maintenant? Simon, toi, par exemple, à ta fille, comment tu te comportes avec elle? Moi, j'ai une attitude très bienveillante. J'essaie d'être toujours bienveillant parce que mes parents ont toujours été comme ça. Même si j'ai dit que ma mère, elle était plus en retrait, elle était quand même là et elle me suivait. Elle suivait les devoirs, etc. Elle était plus présente sur d'autres tâches. Et mon père... je rebondis un peu sur ce que Steve a dit, elle paraissait aussi comme un roc, mais était toujours très, très tendre avec nous aussi. Donc, j'ai pas forcément d'idées contraires. J'ai pas eu une éducation où je me suis dit je vais pas faire du tout comme mes parents, parce que vraiment, j'ai toujours vu le positif et même limite l'éducation que j'ai reçue de mon père, je le remercie et j'essaye de refaire la même chose en me disant sois dur mais sois tendre en même temps, parce que c'est juste un équilibre et des fois tu vas laisser un message difficile, mais peut-être qu'elle comprendra plus tard, comme moi j'ai compris des choses bien après et je me suis dit oui, en fait c'est juste qu'on ne veut pas que tu dévies du chemin qu'on imagine le mieux pour son enfant et que
c'est aussi dur pour un père ou une mère d'être dur envers ses enfants. Et moi, ça m'arrive des fois d'aller à l'encontre de ce qu'elle veut, de rester impassible, mais quand elle est partie, je suis triste en fait. Je me dis ça me rend triste et après je me dis oui, mais tu sais quel est le besoin, le projet que tu veux et vers où tu veux l'emmener, donc et il faut respecter ce que tu as projeté sans vouloir lui imposer des choses, mais en se disant qu'il faut apprendre le respect, des choses comme ça, et que des fois il faut être dans la confrontation pour faire entrer l'information. Ok. Steve ? En fait, je pense que je me base aussi également sur l'éducation que j'ai eue. En fait, j'ai eu un père qui, comment dire, je pense qu'il m'a inculqué en fait tout ce qu'il pouvait savoir. Donc parfois, je me suis même posé la question, est-ce qu'il savait qu'il devait partir ? Tu vois un peu, parce que, est-ce que pour la petite anecdote, en fait, mon père, par exemple, très tôt, moi, il m'amenait en fait dans ses rendez-vous d'affaires. Waouh. Et il me disait, regarde comment on fait. Je crois qu'en fait, même le côté entrepreneur, en fait, je crois que je baignais déjà donc, dans ces magasins, j'accueillais déjà les clients, tu vois. Donc j'accueillais les clients en étant encore enfant, à 8 ans, 9 ans, voilà. J'accueillais. Et je pense que mon père, en fait, justement, cette volonté d'être autonome, je crois que ça a été aussi également l'une des choses qui m'a inculqué. Il faut que tu sois autonome, parce que je me rappelle. Et je pense que quand j'ai fait vraiment le deuil de mon père, donc je pense que peut-être 10 ans, 20 ans plus tard, tu vois. Voilà. Y a plein de phrases qui revenaient, genre, quand il me disait, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu sois comme ça, parce que le jour où je ne serai pas là, tu vois, il me disait toujours le jour où je ne serai pas là. C'est très fort ce que tu dis, le jour où je ne serai pas là. Et moi, je pense que c'est très significatif. Et à ma fille, en fait, j'ai un peu tôt l'impression d'être un peu comme ça, en fait. Tu vois. Donc, de lui inculquer, en fait, des valeurs, développer, en fait, justement, son intelligence. Tu vois, un peu son intelligence dans le sens où elle n'a pas de limite, elle peut tout accomplir. Donc voilà, je m'étais déjà basé un truc en disant, ma fille, quand elle sortira de chez moi, donc elle saura jouer aux échecs. Elle saura faire... Ah non, mais c'est vrai en plus. Il y avait un plan elle saura jouer aux échecs, donc à un niveau où elle me battrait, donc voilà. Elle fera des sports de combat, elle sortira avec au moins 2 ceintures noires dans 2 sports de combat différents. Tu vois un peu. T'avais prévu un plan. J'avais prévu un plan. Un peu. Et avec 2 langues, où elle sait parler 2 langues ou 3 langues déjà. Donc elle en parle déjà 2. Donc voilà, et pour ses 4 ans. Et c'est un peu cette direction-là. Je pense que c'est dans l'éducation, c'est on va dire, connaître ton potentiel. On va pousser ce potentiel-là, on va le révéler au maximum. C'est ça. Et on va travailler dessus, tu vois un peu. C'est en fait justement ça. Après, bien sûr, il y a des lacunes et c'est un enfant. Oui, bien sûr. C'est un enfant et c'est une éponge, donc elle absorbe énormément beaucoup de choses, tu vois. Exactement. Nali, alors, comment ça se passe toi avec tes enfants ? Parce que tu as un enfant de 7 ans et puis les 2 autres qui ont 1 an et demi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Comment ça se passe parce que bon, les jumeaux sont petits, mais comment ça se passe justement avec... c'est une fille ou un garçon ? La grande ? Ouais. Ah voilà, une fille. Voilà. Comment ça se passe avec ta fille ? Moi, c'est beaucoup d'amour. On est très proches. Surtout que ma fille, c'est d'une première union. Donc, quand on s'est séparés, il y a eu tous les démêlés qui s'en sont suivis. Et du coup, là, en tout cas, c'est moi qui ai la garde. Donc, je l'ai à plein temps. Donc, moi, j'ai tous mes enfants à la maison. C'est beaucoup d'amour. Après, là, elle est dans une période où c'est le CP. Donc, elle se construit et elle grandit. Donc, il y a des moments qui sont moins drôles que d'autres. Où tu es obligé d'être un peu plus ferme. Parce que là, ils sont dans l'apprentissage, ils savent lire, donc c'est les meilleurs du monde, ils savent tout. Grave. Et du coup, je pense que je reproduis aussi ce que j'ai vu avec mes parents. Par exemple, ils ont jamais eu de problème à témoigner de l'affection ou partager de l'amour. Et je trouve ça très bien, parce que j'entends beaucoup de gens qui
qui ont souffert de ne pas entendre leurs parents leur dire je t'aime ou leur témoigner une marque d'affection. J'en connais des gens où c'était difficile. Donc j'essaye de retranscrire ce que j'ai appris en fait. Je pense que, comme disait Steve, les enfants c'est des éponges. Bah, nous-mêmes on était des enfants donc on reproduit tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, depuis qu'on voit des choses, on comprend des choses. C'est clairement je pense que la parentalité découle de ce qu'on a connu aussi. Ouais. Mais est-ce que vous avez déjà cherché en fait à savoir comment vos parents ils ont été éduqués ou pas? Je m'explique parce que justement nous on s'est déjà posé la question. Je me demandais mais est-ce que je donnerais l'éducation que j'ai reçue à mes enfants, tu vois? Mais avant ça je me suis posé la question, mais comment mes parents eux ils ont été éduqués, tu vois? Et j'ai eu la chance d'avoir la discussion avec eux. Et en fait il y a plein de choses qui sont passées en ayant la discussion avec mon père surtout. Je me rappelle qu'en fait moi j'ai grandi dans un monde en fait où il y avait beaucoup de femmes, que ce soit mes tantes, que ce soit ma mère, que ce soit mes grandes sœurs, tu vois. Et je me rappelle qu'elles avaient des discussions, des discussions de femmes, ou alors elles étaient toutes ensemble, ça pouvait être dans la cuisine, ou alors dans le salon, ou autre. Et en fait, mon père était contre ça. À chaque fois, il venait me chercher, non, faut pas rester avec les femmes, les trucs, les machins et tout. Et en fait, je comprenais pas, tu vois. Je comprenais pas, mais en ayant eu la discussion avec mon père, récemment en plus, il m'a fait comprendre que son père lui faisait la même chose. Parce qu'en fait, mon père était très proche de sa mère, ma grand-mère. Ils étaient vraiment proches. Et en fait, lui, il voulait conditionner son enfant à rester dans un monde, entre guillemets, d'hommes. Ne pas trop rester avec les femmes parce que ça pourrait peut-être avoir une influence sur lui ou autre. Et en fait, il a reproduit le même schéma avec moi. Ça veut dire que quand il m'explique, quand il me le dit quand je suis petit, je comprends pas. Mais là, moi qui suis devenu papa et qui m'explique pourquoi il est comme ça, il y a eu des flashbacks en fait. Ah d'accord, donc c'est pour ça qu'il était comme ça. Ah mais c'est pour ça qu'il me disait ça. Et en fait tout prend son sens. Mais j'ai fait ce travail d'aller rechercher. Est-ce que vous avez à un moment donné essayé de comprendre comment vos parents ont grandi ou pas du tout? Clairement. Moi clairement. Clairement et je comprends mieux. J'ai très bien compris mon père et je comprends et c'est vrai, c'est pas de jugement, hein, mais je pense qu'il n'y a pas mieux au niveau d'une éducation, on va dire, au niveau des valeurs, lorsqu'on a un fils, que ça soit le père qui éduque son enfant. Ouais. Et qui inculque en fait c'est justement ces valeurs-là et parfois ça peut être caricatural même. Parce que moi je pense que mon père, je l'ai vu à un moment comme un super-héros. Ouais, moi, c'est mon cas aussi. Vraiment, c'est mon cas aussi. Ouais. Ça même caricatural, mais c'est nécessaire parce qu'en fait, ça permet en fait justement de mettre vraiment une base solide. Vraiment, mon père, ça a été. En fait, je crois que ce qui lui est arrivé, et je comprenais pas. En fait, c'est avec le recul, en discutant avec ma mère, un peu, en étant même père, tu vois, un peu, que j'ai compris en fait justement pourquoi mon père me disait quand je serai plus là, parce que lui aussi il a perdu son père très tôt. Ok. Ouais. Très tôt. Donc il a perdu son père très tôt. Donc je pense que dans sa tête il s'est dit, il se peut que moi aussi un jour je parte aussi également comme mon père est parti. Donc je vais faire le max de ce que je peux faire là maintenant et un peu partir. Donc je pense que lui ça a été un peu le cas. Je peux vous poser bien sûr, bien sûr. Et toi du coup, est-ce que du coup de connaître cette histoire passée, est-ce que toi t'as peur de ce truc-là ou tu t'en es détaché? De quoi? Du comportement de ton père par rapport à son grand-père et par rapport à mon grand-père. Ouais. Non, en fait, pour moi, c'est... avec le temps, j'ai appris à avoir une espèce de philosophie, en fait, justement, de la vie. Moi, la mort, j'ai pas peur. Ouais. J'ai pas peur de la mort. Parce que je pense que... Et j'invite tout le monde à faire, méditer sur sa mort. Et quand on médite sur sa mort, je peux te dire qu'à un moment... Tu vois vite les erreurs que tu fais et tu vois directement les choses que tu dis ah non je ne vais pas faire, tu vois un peu clairement. Et je crois que lui il l'avait fait, lui il l'avait fait et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il se remettait en question en fait tout le temps. C'est peut-être pour ça que parfois il y a des choses comme ma mère m'explique et je lui dis mais comment il aurait pu accepter ça vu le caractère qu'il avait et qu'il a accepté tout simplement parce qu'il se disait
ça sert à rien, tu vois, un peu d'aller contre comment on dit en anglais, against all odds, tu vois, un peu. Donc, ça servait à rien d'aller contre le moulin. Donc, voilà, il y a ça. Et pour moi, ouais, donc je pense que je me suis détaché justement de ça. Il y a eu énormément de travail, mais ça te forge quand même. Ça te forge de dire, ok, d'accord. Et moi, je ne vois plus ça comme une peur. Je vois ça plutôt comme comment laisser un héritage. Tu vois, que ce soit un héritage financier, oui, mais un héritage aussi également de valeur. Exactement. Héritage psychologique aussi également. Donc voilà. Et comme tu disais, ça, est-ce que ça me faisait peur? Oui, bien sûr, ça m'a fait peur parce que ça me faisait peur, parce que c'est ça même qui me faisait appréhender le fait d'être père. Okay. Tu vois, ouais. Je me disais, mince, j'ai peut-être... C'est pas que j'avais peur de devenir père. Non. Qu'est-ce que je vais laisser à cet enfant? C'est ça. Et qu'est-ce qu'il va devenir? C'est une question forte, ça. Hein. Ouais. Moi, je me la suis posée aussi au moment de la naissance de ma fille. C'est qu'est-ce que je vais laisser? C'est bizarre. Je m'étais jamais posé la question avant. Et à partir du moment où ma fille est arrivée, je me suis dit qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais lui laisser? Ouais. Exactement. Et les valeurs, c'est un héritage. Et je pense que en tout cas, en ce moment, je me dis que les valeurs qu'on peut laisser à nos enfants, c'est l'un des plus beaux héritages qu'on peut leur laisser. Justement, moi j'aimerais qu'on entre dans le détail. C'est pas palpable au départ pour eux, sur le long terme, ils s'en rendent compte. Ouais, j'aimerais qu'on entre dans le détail de ça par rapport aux valeurs. Qu'est-ce que vous avez inculqué en premier à vos enfants? Le respect et la politesse. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Et au-delà de ça, respect, politesse, est-ce que ça vous est arrivé de reprendre vos enfants? Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Bien sûr, oui. bien sûr. Ok. S'il te plaît, s'il vous plaît, merci. Ouais. Bien sûr. Ouais. Clairement. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi d'une chose, parce que je pense que tout part de l'enfance. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais les personnes que nous sommes aujourd'hui, c'est par rapport à... En fait, tout dépend de comment on a grandi, d'où on a grandi. Et je m'explique. Moi, la valeur que j'inculque en ce moment, en tout cas à mes enfants, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est très important. Et je dis ça pourquoi? Parce que bon, voilà, mes enfants sont en âge d'aller à l'école. Et je vais vous dire la vérité, pour moi, l'école, c'est l'endroit le plus hostile qu'il y a sur Terre. Vraiment. Au-delà de tout ce qu'on peut voir à la télé, tout ça, machin. L'école, c'est en fait l'endroit où les gens sont le plus méchants. Mais le pire, c'est que c'est l'inconscient. C'est dans un inconscient. Et je m'explique. C'est une histoire que je raconte tout le temps, mais c'est très important que je le raconte encore aujourd'hui. Voilà, mon fils, il vient d'avoir 8 ans. Et voilà, il est dans son école, ça se passe super bien. Mais un jour, il rentre de l'école et puis il me dit: ouais, papa, il y a une fille dans mon école, elle m'a dit que j'avais des cheveux bizarres. Je dis: ah ouais, d'accord. Et puis il vient, mais il a pas l'air, tu vois, attristé ou autre, tu vois. Et je lui dis: qu'est-ce que ça t'a fait, mon fils? Ben, il m'a dit: ben, rien. Je dis: pourquoi ça t'a rien fait? Ben, parce que je suis fort, je suis beau et je suis intelligent. Et là, j'ai dit: en fait, c'est bon, j'ai fait mon taf. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? En fait, je l'ai conditionné depuis l'enfance. Parce que je sais qu'il va être amené, de par sa couleur de peau ou autre, à ce que des gens lui fassent des remarques. Sauf que, il faut aussi que je me débrouille pour qu'il garde son innocence et sans lui dire frontalement: tu sais, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, moi, mon travail en tant que papa, c'est le conditionner de manière à ce que ce genre de remarques l'affecte beaucoup moins. Et je suis content parce que c'est ce qui s'est passé, parce que depuis qu'il est enfant, on se laisse devant la grille. Même là, il a 8 ans, on se laisse devant la grille. Alors, je suis fort, je suis beau, je suis intelligent. On se check et il s'en va. C'est fort ce que tu dis, parce que je vais entrer plus dans les détails dans cela. Donc, moi, je sais que comme je te disais, avec mon père et avec ma mère, il y a eu ce début de construction en fait justement de valeurs. Donc mon père en fait justement a inculqué en fait un socle. Et je pense que c'est avec ce socle là que j'avance depuis. Tu vois, un peu l'honneur,
le code de l'honneur, le code du déshonneur. Mon père, c'était incroyable. Et je pense qu'à un moment, je le disais inconsciemment, une fois même, je disais à ma mère, je préfère mourir que d'être déshonoré. Tu vois, elle me dit, oh, mais c'est extrême. Elle me dit, mais pourquoi t'es comme ton père, comme ça? Tu vois un peu. Ouais. Après, j'ai fait, ah bon? Elle me dit, ton père, c'était la même chose. Donc, elle m'avait raconté une anecdote que je rentrerai un peu plus dans les détails un peu plus tard. Mais concernant l'éducation, ma fille aussi également, elle a ce code de l'honneur que je pense qu'on a, je ne dirais pas que moi, mais avec ma femme, on a inculqué. Et c'est vrai que l'école, je ne dirais pas que c'est l'école qui est hostile, c'est la cour de récré qui est hostile. Oui, voilà. Ouais. La cour de récré. Non, c'est vraiment ça. En fait, la cour de récré n'est que le miroir où, on va dire, tu sais, comme on disait que c'est une éponge, les enfants sont des éponges. À la maison et dans son environnement, ils absorbent, et à la cour de récré, ils relâchent en fait, tout ce qu'ils ont. En fait, c'est un microcosmos de la société. En fait. C'est exactement ça. La cour si je peux me permettre, je suis un peu d'accord avec toi, et en même temps, je pense que des fois, le système scolaire peut aussi, autre que les enfants, peuvent aussi déconstruire le... Voilà. Je vais y arriver. Je vais en arriver parce que, par exemple, moi, ma fille, c'est l'instant promo. Ma fille, en fait, je l'ai mis, en fait, on l'a mis avec ma femme dans une école qui s'appelle Clésis, l'école des futurs leaders. D'accord, ok. Tu vois, donc... On va l'attendre, du coup. non, c'est en fait, justement, l'idée, en fait, justement, de cette école-là, c'est de travailler, en fait, sur les soft skills. Oui. Tu vois, un peu des enfants. Donc, et ça va de 3 jusqu'à 18 ans. Parce qu'en fait, c'est qu'ils ont fait un constat en disant que, voilà, et d'ailleurs même, parce qu'avec ma femme, justement, je vous dirai en off après, et l'idée, en fait, justement, c'est ils se sont rendus compte qu'avec l'éducation, en fait, en complément, en fait, avec l'éducation nationale. Donc, l'éducation nationale te donne, en fait, justement, que les éléments pour avoir une méthodologie. Mais on te donne pas les éléments applicatifs. On va dire, tu vois, un peu dans la vie active, qu'est-ce que tu es censé faire. Et je pense que c'est ce que mon père m'avait déjà inculqué. Donc, en gros, c'est bien beau que tu ailles à l'école, mais on va mettre ça en application directement, tu vois. Si tu sais compter, si tu sais lire, je vais te mettre directement en application pour voir en fait, ce que c'est, tu vois. Et l'une des choses, c'est qu'ils développent, en fait, ils étudient en fait, la personnalité de chaque junior, parce qu'ils appellent même pas enfant, ils disent junior, et après chacun a une couleur. Et moi je sais que ma fille par exemple, elle aime cette école, tu vois un peu. Et ce qu'elle dit toujours c'est je suis grande, je suis grande, je suis forte, je suis intelligente et je peux tout accomplir. Tu vois, donc c'est ce et elle-même elle le dit, et même parfois quand elle a un moment de mou, c'est ça. On lui rappelle en disant qu'est-ce que tu as appris? Je suis grande, je suis forte, et la prise de parole, c'est pour ça que je te dis, t'as eu la preuve hier au téléphone. Donc comment elle me parlait. Incroyable. Tu me donnes 5 minutes? Non. 0 minutes. Ça me fait réagir, je vais me permettre de te couper. Bien sûr, il faut. Parce que je réfléchissais en même temps un peu à la question précédente et à cette approche-là. Oui, moi j'ai fait le constat par rapport à ma famille, leur éducation, etc. Effectivement. Oui. Et du coup, je pense que ça a forcément une influence sur comment je suis et sur l'éducation que je donne. Et du coup, par exemple, mais je l'ai fait pas forcément sur l'éducation, mais aussi pour comprendre pourquoi mon père était tel qu'il était ou pourquoi ma mère était telle qu'elle était. Et du coup, mon père, voilà, j'ai compris que son père lui-même, mon grand-père, il est décédé quand mon père était jeune. D'accord. Du coup, il n'a pas eu cette approche parentale que peut-être il espérait. Du coup, dans son éducation, il a toujours été sûrement très proche de moi dans ce sens-là. Et donc, il m'a donné des valeurs qui lui sont chères, qui lui sont propres, peut-être qu'il a construit lui-même et qu'il a construit au sein de sa propre famille parce qu'ils étaient 12 enfants. Ah ouais, quand même. Il était l'avant-dernier et donc l'éducation c'était sa mère mais surtout les frères et sœurs. Donc, je pense que l'approche éducationnelle est différente et donc il a pris un peu les morceaux qu'il pouvait pour me donner la meilleure éducation qui lui était en son sens. Et là où je vous rejoins, c'est sur la confiance en soi. J'y viens parce que du coup, on est la finalité de l'ensemble des choix des générations précédentes finalement. C'est ça. Et il y a des constats qui sont faits qui disent qu'il faut au moins 5 ou 6 générations à une personne qui va partir d'un milieu social bas pour atteindre un milieu social élevé. Donc en fait, finalement, on n'est que des ponts pour accompagner la génération d'après à s'améliorer.
Et moi, j'essaye d'avoir cette approche-là avec ma fille de la confiance en soi parce que, par exemple, moi, j'étais bon à l'école, mais j'avais pas l'impression d'avoir encore ce punch de mes parents qui me disent « Oui, t'es bon, mais tu peux voir plus loin. » Parce que, comme ils étaient issus de milieux sociaux plutôt bas, on leur avait pas inculqué cette approche-là. Et du coup, comme on leur a pas inculqué, ils l'ont pas transmise. Et moi, je l'ai acquise, j'ai travaillé mon ego, ma confiance en moi-même, et de me dire, cette confiance, je vais la donner à ma fille pour lui faire comprendre qu'elle peut aller là où elle veut. Là où elle veut, ce qu'elle veut faire, elle peut l'atteindre, qu'elle soit une femme ou pas, elle peut l'atteindre. Et ça passe par des gestes, des choses simples, mais par exemple, des choix éducationnels. On a mis quelque chose au-dessus de sa table à langer. On aurait pu prendre des animaux et on a pris un mobile, c'était par exemple, c'est un exemple par exemple. J'ai pris un mobile qui ressemble au système solaire avec un astronaute dedans. Pour lui donner une image déjà, dès le début, regarde, il y a un astronaute, c'est un homme et des femmes aussi sont allées dans l'espace. Et pendant que je l'éduque et pendant que je l'habille, je lui parle de choses comme ça et d'autres. Et ça me semblait important, moi, de dialoguer. Enfin, moi, je sais que je dialogue beaucoup avec ma fille et même si elle ne me répond pas, c'est pas grave, je sens qu'elle me comprend. Elle est réceptive. C'est très important, ça. C'est fou ce que tu dis parce que, excuse-moi, donc c'est fou ce que tu dis, c'est vrai parce que moi, j'ai appris une chose et je ne savais pas. Et je pense que mon père le faisait inconsciemment et là, j'ai découvert que c'était ça, par exemple, parler du travail qu'on fait à ses enfants. Moi, ma fille, je lui raconte en fait ce que je fais. Tu vois, donc vraiment me dire, alors papa, t'étais bien le travail? Je dis, oui, tu sais, donc j'ai eu en fait différents clients là, j'ai prospecté, machin, tout ça. Et après, elle va te demander, mais c'est quoi la prospection? Tu vois, c'est quoi la prospection? Et tu lui expliques. Et en fait, en gros, peut-être tout de suite, tu vas toi-même, ça te fait un travail en fait de vulgarisation de la chose. C'est ça. Tu vois un peu. Donc à un moment, c'est facile. Et de telle manière à ce que demain, demain, ça va être facile pour elle de comprendre les choses. Tu vois, un peu sur le truc. C'est sur ce que tu fais, sur l'activité que tu fais. Je pense que toi, qui a eu ton père qui est médecin, le fait, par exemple, toi, l'anatomie, il y a des choses que tu connais. Tu comprends le nom des dents, genre oui. Tu vois un peu. Il y a des choses que tu connais, c'est facile pour toi. C'est inné en fait. C'est inné parce que c'est normal. Tu baignes dedans. Si tu expliques exactement ce que tu fais aussi également, forcément l'enfant a déjà en fait déjà une facilité, une aptitude à appréhender la chose. Mais ce qu'il faut avec les enfants, c'est que tu peux leur expliquer un truc là, t'as l'impression que c'est sorti et 1 an, 6 mois, 3 mois après, ils te le ressortent, mais alors que tu as eu la discussion une seule fois avec eux, et c'est là où je les trouve fascinants en fait. Ouais. Mais j'aimerais justement qu'on complète ça. Vous, comment ça se passe au niveau de... Parce qu'on parle de l'éducation, mais j'ai envie d'entrer plus dans les détails au niveau de l'apprentissage. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont petits, mais bon, moi, j'estime qu'à 1 an, 1 an et demi, on peut apprendre des choses. Donc comment vous, ça se passe au niveau de l'apprentissage? Quand vous voulez apprendre des choses à vos enfants, comment vous faites? Qui veut commencer? Vas-y, je me lance parce que moi je suis en plein dedans aussi également, tu vois. En fait, j'ai pas je crois que moi j'ai pris en fait un autre bord. En fait, le bord des enfants ont leur personnalité, tu vois. Donc, ils ont vraiment leur personnalité. Et le problème, c'est qu'on a toujours l'impression de se dire, eux, ils sont petits, ils ne comprennent rien, on va leur dire les choses. Mais non, c'est complètement faux. Parfois, ils comprennent les choses et parfois, c'est parti, en fait, justement, d'un constat, c'est que j'avais amené ma fille au parc et je l'ai vue, en fait, dire, avec différents petits, à peu près de sa génération, son âge, à peu près aussi. Et il fallait escalader quelque chose. À un moment, elle escalade, mais il y a un petit qui vient, il monte facilement. Elle, c'était un peu plus difficile. Mais j'ai vu comment elle a appréhendé la chose. Et moi, ça m'a permis en fait, d'analyser en fait, justement le type de personnalité que j'ai en face de moi. C'est ça. Tu vois, en face de moi. Et j'ai dit, ok, d'accord. Ok, donc c'est comme ça un peu que tu es. Tu vois. Et c'est à partir de là que je commençais un peu à comprendre, même avec ma femme, en fait, on a commencé à comprendre en fait quel est le type de personnalité qu'elle a et comment en fait
entamer, en fait, comment en fait procéder son éducation et comment lui expliquer les choses. Je pense qu'elle a appris de moi, mais elle a aussi appris énormément de sa mère. Ma fille est très compétitrice. donc, ça, c'est la mère, c'est ça? Je crois que c'est nous deux. Mais ma femme est à un autre niveau. Moi, je crois que c'est nous deux, mais ma fille est une mauvaise perdante. Elle n'aime pas perdre. Donc, voilà. Non, c'est bien ça. Je vois que Nali réagit. Là, on va en parler. Là, on va faire le tour. Donc, la défaite, je suis mauvais perdant aussi. Donc, Ah non, la défaite, non. Par exemple, elle m'a fait un truc, on est en train de manger hier, je finis mon assiette, elle a pris plus de temps pour pouvoir manger, je finis mon assiette, et on regarde, elle dit, tu as gagné. Je me dis, mais... Oh purée, c'est pas possible. Et elle commence à être pas bien. T'as gagné. Et c'est à partir de là, en fait, je me suis rendu compte, en fait, de sa personnalité, comment appréhender les choses et comment, en fait... par exemple, je sais que ma fille, c'est je suscite la curiosité et je la laisse venir parce qu'elle a ce truc analytique. Oui, mais comment on fait ça? Pourquoi, machin? Pourquoi? Ouais. Mais attends. Et après, quand par exemple tu vas lui dire, et c'est là où tu vois un peu l'histoire de la confiance en soi, elle a appris la chose. C'est ça. Dans un cadre où elle est seule, elle va te sortir ça comme ça, où elle est bien. Mais quand tu vas lui poser la question, je ne sais pas. Et c'est, comment tu sais pas? T'es un bébé cadom? Alors là, c'est l'injure qu'il faut pas sortir. Non. Quoi? Non, c'est comme si dans ta tête, c'est... Ouais. C'est toi qui es tombé. C'est incroyable ça. Je suis un bébé cadom. Et elle te sort la chose. Elle te sort le truc. En plus, même, elle te sort encore la suite, machin. Non, c'est bon, ça va. Tu voulais juste simplement que tu me donnes le truc. Et c'est là où j'ai commencé à avoir cette personnalité. En fait, elle a ce côté analytique, ce côté expérimental. Parce que si je la portais, c'est la facilité. Même maintenant, papa, porte-moi, machin. Non, tu peux y aller. En gros, parce que elle elle analysait, elle regardait. Et le jour, et quand elle était vraiment ce jour-là au parc, quand j'ai essayé de la porter, elle pleurait. Elle ne pleurait pas parce que elle n'y arrivait pas. Elle pleurait parce que elle n'a pas gagné, parce que moi je l'aide. Ouais, donc elle est incapable de faire la chose. Non, et c'est finalement quand je lui ai dit vas-y, tu peux y aller. Allez, tu peux. Vas-y, mets ton pied là. Tu peux mettre ton pied. Vas-y, machin, ça. Et quand elle est arrivée, mais tu voyais même la joie. Elle était encore enfant, je crois. Elle avait quoi, un an, machin, tout ça. Tu vois, et elle applaudissait, genre bravo. Allez, tu vois, genre elle s'auto-congratulait. Donc voilà, et c'est voilà. Mais je vois les jumeaux, c'est comme ça. C'est là, ils sont dans la phase où ils ont commencé à marcher. Et des fois, je les regardais avec ma femme et ils marchaient et puis ils s'arrêtaient. Mais en fait, pour qu'ils continuent de marcher, il fallait les applaudir, pour qu'ils se sentent congratulés en fait. Ouais, c'est incroyable là. Et ils avaient besoin de ça, c'était un moteur pour eux en fait de se sentir congratulés. Ouais. Donc je saurais pas l'expliquer, je sais pas d'où ça vient parce que bon, l'éducation à cet âge-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut pas leur ils avaient quoi, 12 mois, on peut pas leur 13 mois, on peut pas leur inculquer des choses. Enfin, ils entendent des choses, mais c'est pas de l'éducation à proprement parler. Y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas, l'éducation de l'enfant ne commence pas quand l'enfant sort du ventre de la mère, mais commence déjà quand l'enfant est dans le ventre de la mère. Ouais. Donc quand l'enfant a déjà ses sens qui sont déjà développés, et je pense que c'est dû aussi également à ça. Tu vois, comment tu parles peut-être à tes jumeaux dans le ventre, tu sais, peut-être mettre ta main sur le ventre en disant, voilà, vous êtes des champions, ou je ne sais pas quoi, tu vois, et ils prennent. Et le truc, c'est que il faut savoir aussi également, il y a quelqu'un qui disait ça aussi, c'est les mots ont une résonance, ont des ondes. Ils ne voient pas, mais les ondes, champion, ça résonne d'une certaine manière. Champion, ça résonne d'une certaine manière en disant... C'est vrai. Tu vois, un peu, en gros, ça, c'est... Et eux, ils sont énormément dans des émotions. C'est pour ça que très souvent, parfois, quand les mamans sont très stressées quand elles sont enceintes, tu vois, par exemple, l'enfant aussi également qui peut être stressé. C'est ça. Peut être stressé aussi également, tu vois. Et
L'autocongratulation, je pense que voilà, ma fille, c'est parce que bon, voilà, dans la ventre de sa mère, elle se battait déjà, tu vois. Je crois que le côté combatif, c'était déjà là, sur un peu. Et je pense peut-être tes jumeaux, c'est peut-être ce cas-là, je ne sais pas. Il y avait une compète parce qu'il y en avait un qui prenait plus de place que l'autre. Il y en avait un, il était assis en tailleur. Ouais. Il était assis en tailleur et l'autre, il était au-dessus, allongé de tout son long, donc il n'avait pas de place. Ouais, c'est incroyable. Donc c'était déjà la compète. Et même là, quand il joue, c'est la compétition. C'est moi, je veux ce jouet, tu l'as dans les mains, je vais venir te le chercher. Ouais. Et tu sens qu'ils sont au même rythme parce que, par exemple, il y en a un qui va commencer à marcher et l'autre, ça va le. Ouais, c'est la compète. Ça va lui donner envie. Il va se dire pourquoi je fais pas ça. Il y en a un qui commence et l'autre, il va regarder, il va analyser, il va dire pourquoi moi je le fais pas. Ouais. Et le lendemain ou 2 jours après. Et puis c'est que comme ça, ils s'entraînent comme ça. C'est dingue parce que en fait, en gros, sache qu'une chose, c'est maintenant comme tu as pris conscience de ça, ça doit être c'est une force pour eux. Donc ce qui veut dire que ça va être soit c'est des jumeaux ennemis complètement, ou soit c'est les jumeaux qui un peu comme ça. En gros, hey, comment ça, le mec là, il te dépasse, toi. Tu arrives à me taper, tu arrives à me tenir la tête, là, machin. Et lui, il te dépasse. Alors que moi, je peux le plier. Ah non, mon frère peut le plier. Comment ça, Nata, t'as menti. Non, là, pour l'instant, ils sont en mode compète. Ouais. Là, ils sont plus en mode compète. Ouais. Mais je pense qu'avec le temps... Mais à la crèche, ils sont comme ça. Bah oui. Bah en fait, c'est son frère. C'est comme des frères, quoi. C'est comme à la maison, on est des frères. Enfin, je veux dire, à la maison, on se chamaille et puis dehors, tu touches à mon frère. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais du coup, les gars, moi, j'avais une question aussi. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés dans la situation où vos enfants ont eu peur de quelque chose et vous avez réussi en fait à leur faire dépasser cette peur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Là, vous êtes en train de réfléchir, vous voyez. Je vais commencer, peut-être que ça va vous donner des idées. Moi, mon fils, plus jeune, il avait peur de certains bruits. Et après, je pense, ça c'est... on l'a vu, de toute façon, ça a été vérifié. Mon fils est hypersensible, en fait. D'accord. Donc, il est hypersensible. Donc, il y a des choses... Je me rappelle quand on était petit, qu'on prenait le train ou qu'il y avait une moto qui passait, il se bouchait les oreilles. Okay. Et je me rappelle qu'il avait peur du bruit de la brosse à dents électrique. Donc il voulait pas l'utiliser, il voulait utiliser que la... C'est marrant parce qu'on dit que souvent les enfants ils aiment bien les bruits blancs, c'est-à-dire genre aspirateur, brosse à dents comme ça, et du coup c'était tout le contraire. Ouais, lui c'était vu que c'était de l'hypersensibilité sensorielle, tu vois. Ça veut dire que... il se sentait attaqué quoi. Ouais, il bouchait ses oreilles, mais genre c'était genre trop fort. Tu vois, c'était trop fort. Et comme je disais, il avait peur du bruit de la brosse à dents électrique. Mais c'était le meilleur moyen de lui laver les dents, en fait. Tu vois. Et je me suis retrouvé dans la situation où, en fait, ma femme, voilà, sa maman, le protégeait. Elle voulait pas, en fait, qu'on essaye, tout simplement. Donc, elle le protégeait. Non, laisse, c'est pas grave, on va faire avec la brosse à dents traditionnelle, on va dire, la brosse à dents classique. Sauf qu'un jour, en fait, j'ai décidé, et j'ai eu une discussion avec ma femme, je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi faire. Tu vois, pour pas qu'il y ait en fait cette dualité entre maman veut pas, et puis papa force ou autre. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi faire. Et en fait, j'ai allumé la brosse à dents, il était en train de crier, mais vraiment, il était en train de crier. J'ai mis la brosse à dents sur ses dents, vraiment, sans lui demander son avis. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait? Il était en train de crier. Ah. Et en fin de compte, il s'est rendu compte que ça faisait rien. Et puis depuis, il se lave les dents avec la brosse à dents électrique. En fait, j'ai fait en sorte qu'il affronte sa peur et qu'il comprenne. Et du coup, c'est des choses que j'ai pu garder. Et je vous donne un exemple. J'ai eu l'exemple hier et c'était incroyable. Parce que c'est vraiment hier, genre... en fait, il n'était pas en forme. Vous savez, il y a le Covid qui tourne un peu partout encore. Et on devait lui faire un test. On devait lui faire un test antigénique et tout. Il en avait fait une première fois, mais là, je sens qu'il est un petit peu à fleur de peau ces derniers temps. Et il voulait pas, il avait peur, mais genre peur à en pleurer, stressé, limite. Il était à 2 doigts de la crise d'angoisse, tu vois. Donc je lui parle et tout ça, machin.
Et il avait besoin qu'on lui tienne la main et tout ça. Donc je lui tiens la main. Mais en fait, les parents, on est patient jusqu'à un certain point, tu vois. Ça fait qu'à un moment, on a commencé à s'agacer, clairement. Donc on l'a fait, au bout d'une bonne demi-heure, hein, on l'a fait. Et en fait, je sais qu'il n'était pas bien parce que quand on lui a fait tout ça, il a arrêté, il s'est mis à pleurer, tout ça. Je lui ai dit, est-ce que t'es mort? Il me dit non. Mais en fait, je ne l'ai pas laissé comme ça. Moi, je sais que ma femme, ça l'avait fortement agacé. Et en fait, je l'ai pris dans ma chambre et on s'est assis. Moi, je sais que j'ai pas forcément eu la chance de pouvoir m'asseoir avec mon père et qu'il prenne le temps de m'expliquer les choses pour que je comprenne, tu vois. Donc, je m'assois avec mon fils, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, pourquoi tu as eu aussi peur? Pourquoi tu t'es mis dans cet état? Vraiment, je cherche à comprendre. Je dis, je suis ton papa, tu vois. Je veux juste comprendre. Il me dit, oui, j'aime pas et tout ça, machin. Je lui dis, je vais t'expliquer un truc. Tu sais que... Parce qu'il regarde ce que je fais. Voilà, moi, je suis dans le monde des médias, pour ceux qui savent pas. Je lui dis, tu sais qu'avant de faire une interview, j'ai peur. Et puis là, il me regarde avec des grands yeux. Tu vois, j'ai peur que ça se passe mal. J'ai peur de bégayer. J'ai peur de... Voilà, il peut y arriver une galère. J'ai peur de pas être à la hauteur, tu vois. Mais j'affronte mes peurs, tu vois. Je lui dis, c'est normal que tu aies peur. Mais il faut affronter ses peurs. Parce que la vie, c'est ça, en fait. C'est affronter ses peurs. Je lui dis, tu sais qu'avant que tu naisses, maman et moi, on avait peur. Parce qu'on ne savait pas si on allait être de bons parents, si ça allait bien se passer. Je lui dis, regarde, aujourd'hui, on a une maison, on vit tous ensemble, t'es habillé, le frigo, il est plein. Regarde, on joue à la play. Tu vois, on joue à la play, tout se passe bien, tout ça. Mais avant tout ça, maman et moi, on avait peur. Et puis là, il me regarde avec des grands yeux, tu vois. Et lui faire comprendre que, en fait, lui inculquer ce truc-là de ne pas... c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui te fait peur que tu dois t'arrêter à ça. Tu vois, vraiment essayer de lui faire... Essayer de faire en sorte qu'il passe outre ses peurs. Parce que, je vous dis la vérité, moi, je suis quelqu'un qui stresse pour rien, vraiment. Il va y avoir un événement, je vais être excité, mais en même temps, je vais avoir peur. Et puis, en fin de compte, j'ai besoin de ce truc-là pour me dire « Ah !» Et puis, Steve peut en témoigner, parce qu'on travaille ensemble aussi, tu vois. Et avant que la caméra se lance, on nous fait un décompte. Ouais, ça part dans 30 secondes. Ça veut dire c'est pendant... le stress à ce moment-là. Voilà, les 30 tu vois, secondes, ouais, je vois. Les 30 secondes, elles sont longues. Hein. Ah, c'est bon. Et arrivé à 10, tu vois, il y a un décompte. 9, 8, jusqu'à 0. Je vois tout à fait. Ouais. Il faut se lancer. Là, t'as plus le choix en plus. C'est ça. Quand t'es dedans, là, tu dois assumer. C'est exactement ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai voulu un petit peu inculquer à mon fils, c'est ce truc de... Il y aura des choses que tu pourras pas éviter. Tu devras y faire face. Peu importe la manière, tu devras y faire face. Mais la peur, ça fait partie du truc, mais il faudra toujours passer autre. Si tu veux passer à un autre niveau, il faudra toujours que tu affrontes tes peurs. Et je suis content parce que ce matin, je lui ai fait un rappel. Je lui ai dit en le laissant à l'école, tu te rappelles de ce qu'on s'est dit hier et tout? Il m'a dit oui. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Il faut affronter ses peurs. J'ai dit ok. Bonne journée, à tout à l'heure. Tu vois? Et je sais pas si ça vous est arrivé, mais je pense que vous allez être amené de toute façon à ce que ça arrive. Clairement. Mais moi, ma fille est un peu jeune. Ouais. Donc là, j'essaie de réfléchir. Je suis pas forcément été confronté à ça, mais c'est sûr que je pense tenir le même discours que la peur, elle fait partie de la vie. C'est ça. Et si elle te paralyse, bah t'avances pas. C'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que de mémoire, je suis pas forcément sûr que c'est un discours que j'ai eu, une communication que j'ai eue avec mes parents non plus. Et donc ça, je l'ai appréhendé de mes rencontres, etc. Et voilà, c'est aussi un message que je vais transmettre, un héritage. Là, jusqu'à maintenant, ouais, c'est plus des choses, elle aime pas qu'on la mouche ou elle aime pas qu'on lui coupe les ongles. Donc, je veux dire, c'est pas une peur, c'est rien, c'est juste on la dérange. Donc, oui, c'est un combat, mais ça, c'est un autre combat encore. Donc, j'essaye au moins de lui expliquer que c'est pas pour la déranger, que c'est pour éviter qu'elle se griffe ou parce que c'est pour qu'elle respire mieux la nuit. Enfin, voilà, j'essaie toujours d'être dans la pédagogie, dans l'explication. Même si c'est rébarbatif et c'est redondant, je me dis qu'elle finit par
le comprendre et l'appréhender. Et là, depuis quelques temps, par exemple, les ongles, ça se passe hyper bien. Donc, je touche du bois. Peut-être qu'un jour, le mouchage de nez, ça ira mieux. Mais... le mouchage de nez, c'est quelque chose. Ça va jamais. Ça va jamais mieux. C'est pas pour mettre le sujet sur la table, mais en tout cas, ouais, les peurs, non, c'est vrai que j'entends, je vais écouter vos expériences, je vais m'enrichir de ça, mais je pense que je serai dans la même démarche que toi, Yohan, faut en discuter, faut comprendre, pas comprendre l'origine, mais au moins comprendre quelle est la méthode qu'on peut mettre en place ensemble pour essayer que ça te paralyse pas. Ouais, bien sûr, parce que je me dis qu'il faut qu'on déconstruise un peu ces choses-là, et je l'avais dit dans un podcast précédent. Moi, mon père, il m'avait conditionné, et il m'avait fait comprendre, et moi, ça m'avait marqué longtemps, un garçon ne doit pas pleurer. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des situations où j'étais pas bien. Mais inconsciemment, il y avait la voix de mon père qui disait un garçon, ça pleure pas, mon gars. Tu vois ? Il y a beaucoup d'hommes qui ont grandi dans ce, beaucoup. Ce credo-là. Ouais. C'est... En fait, pour moi, j'avais complètement rapidement déconstruit en fait, cette chose, ce truc-là, tu vois. Et moi aussi, je pense aussi également qu'un garçon, ça ne devait pas pleurer. Parce que, en fait, même du souvenir que j'ai jamais vu mon père pleurer. Tu vois, j'ai vu mon père en colère, énervé, joyeux, très joyeux même. Mais peut-être tu l'as pas vu parce qu'il se cachait, ou c'est peut-être pas qu'il pleurait pas, c'est peut-être qu'il pleurait pas devant toi aussi. Ma mère me disait qu'il se cachait, que mon père était quelqu'un de très sensible quand même. Ouais, c'est ça en fait. Très, très mais comme on n'a pas... pas... la pudeur en fait. Ouais, c'était la pudeur. Ouais. Et c'est ça qu'on doit apprendre en fait. On déconstruit, mais on apprend aussi finalement. Non, en fait, c'est pas qu'ils pleuraient pas, c'est juste que ils ont besoin de montrer une certaine image aussi, peut-être pour rassurer, parce que peut-être qu'en tant qu'enfant, je crois que mon père était un peu trop je crois qu'il y avait, comme on dit, too much, trop de trop, tu vois, même en termes de... Alors, mon père, c'était, d'après ma mère, tu prends un truc, c'était une caricature un peu de toutes les choses, mais c'est pas méchant, mais une caricature, en fait, en gros, tout était en fait... c'est tout ou rien, tu vois. Donc c'était ça. Et c'était un peu ça. Par rapport aux peurs, ce que tu dis, c'est absolument vrai. Parce que je le vois avec ma fille, et on travaille aussi également dessus. Mais le fait est que déjà, quand tu connais déjà la personnalité de la personne, tu sais, et de ma fille, par exemple, dans le cas de ma fille, donc, comme on le disait tout à l'heure, donc connaître sa personnalité, c'était la première chose. Ouais. Donc, tu connais en fait les socles sur lesquels tu peux te baser. C'est ça. Tu vois un peu. Et en gros, moi, je sais que c'est vrai que nous, à nous voir, ses parents, comme des exemples, tu vois. Et hier, j'ai voulu faire un test. Donc, le test antigénique. Donc, elle aussi, elle était apeurée. Elle a mis carrément la main sur le nez. Tu vois, genre qu'elle ne voulait pas. Et moi, j'ai commencé. Je me suis dit, maintenant. Donc, on a fait. En fait, elle voit, elle me dit, mais ouais, c'est fait. Alors, en même temps, elle a appréhende. C'est ça. En même temps, elle se dit, ok, d'accord, ça marche peut-être pour toi, mais pour moi, c'est pas ça. Je lui dis, tu as peur? Elle me dit, oui, j'ai peur. Elle m'a dit, oui, clairement, oui, en pleurant, oui, j'ai peur. Alors, après, j'ai dit, ok, d'accord. Tu préfères faire quoi? Que ce soit toi-même qui le fasse, ou c'est moi, ou c'est la dame qui le fait? Dans un premier temps, elle se dit, elle. Donc, elle prend, elle n'y arrive pas. Je lui dis, vas-y, attends, je vais venir avec toi, on va essayer. Elle n'y arrive pas. Et tout de suite, je lui dis, ah, tiens, regarde. Il y a des gens qui te regardent. Quoi? Dans sa tête, c'est comme si c'est... Quoi, comment ça, les gens me regardent? Moi, je vais pleurer, machin. Non, là, tu es en train de faire ton bébé cadom. Alors là, ce qu'elle ne supporte pas. Mais après, finalement, elle a laissé, en fait, justement, la femme le lui faire. Mais elle a quand même un peu sursauté, tu vois, un peu en avant. Après, je lui ai dit, mais finalement, c'était compliqué ou pas? Non. Regarde, est-ce que c'était compliqué pour papa? Non, c'était pas compliqué. Alors... Pourquoi tu as pleuré? Parce qu'il avait peur. Mais en réalité, de quoi as-tu réellement peur? Tu vois. Et après, de quoi avais-tu réellement peur? Est-ce que tu avais peur? Donc voilà, mais c'est parce que en fait, c'est elle, c'est son territoire. Un peu le fait de toucher un peu son intimité, tu vois, un peu, ça fait
ça peut être peut-être exagéré, mais c'est une chose, tu vois, un peu, c'est à elle, ça lui appartient, tu vois. Et en même temps, comme c'est à elle, c'est pour ça qu'elle a voulu d'abord le faire elle-même. Tu vois, en fait, elle a peur qu'on lui fasse mal, tu vois. Après, finalement, non, finalement, c'est bien passé. C'est vrai que quand tu dis confronter, en fait, justement, les enfants ont peur, à leur peur, moi, je suis entièrement dedans avec ma fille. Complètement dedans. Donc, en plus de ça, c'est 4 ans, ça commence à être l'âge où ça fait des cauchemars, ça se réveille, tu vois, un peu. Donc, en gros, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on crée parfois des leitmotivs, tu vois. Des leitmotivs comme par exemple je suis grande, je suis forte, je suis intelligente, je peux tout accomplir. C'est ça. Ouais. C'est aussi également des chansons pour elle. Tu vois, oui, c'est ça. Des chansons en gros, la chanson pour de la motivation, tu vois. Donc il y a ça. Et aussi le fait de lui dire aussi également que ouais, tu sais, je suis pas encore arrivé à ça, à dire, tu sais, papa aussi également a peur, tu vois. C'est plus sa maman qui dit ton papa a peur. Non, qui dit qu'elle... Tu sais, ton papa a peur. Non, pour elle, je pense que je vais aussi peut-être déconstruire ça, mais quand elle sera un peu plus grande, le mythe du héros, en disant non, mon papa, non, lui, impossible. Un peu. Je vais un peu déconstruire ça. Tu vois. Mais pour le moment, c'est pour y asseoir d'abord un socle. Comme en fonction de son âge. En fonction de son âge, tu vois. Et c'est ma femme plutôt, en fait. Et je pense que le fait également, elle voyait ma femme un peu forte, dure. Voilà, maman me crie un peu trop dessus. C'est ce qu'elle dit. Et là, c'est complètement différent. Je les vois très proches. Parce qu'en fait, justement, ma femme est entrée dans cette phase en lui disant, tu sais, maman aussi également a peur. Mais maman va aller au-delà et parfois elle dit mais tu as qu'à faire comme papa. Ouais, non mais je vois, mais en plus c'est important ce que tu dis parce que moi mes enfants ils m'appellent super papa. Tu vois? Ça veut dire que moi en fait quand j'explique ça à mon fils, il se dit ah ouais, même super papa a peur, tu vois? Et du coup ça le rassure. En lui faisant comprendre que oui, parce que... Parce qu'il te voit comme un surhomme en fait, donc il se dit qu'il n'y a rien qui t'atteint. Oui, c'est ça, parce que justement, on en parlait en off. Je vais faire un truc. Wouah, mais comment t'as fait? Oh, c'est incroyable. Alors que, pour de vrai, objectivement, c'est nul de ouf. C'est que je fais grand chose. Ça n'a rien. C'est même pas ouf. Je vais te dire un truc. Là, moi, la semaine dernière, je fêtais l'anniversaire de ma fille. Et il y avait ses amis de classe, tu vois, ou ses amis, un peu ses amis, tu vois. Et on était dans un truc, un espèce de trampoline, tu vois. Donc, voilà, donc je ne citerai pas le nom pour faire de la pub. Oui. Mais voilà. Et à un moment, tu sais, je vais sur un trampoline, bam, et je fais un salto avant et j'atterris debout. Tu vois. Ok. Et puis là, wow. Ah ça doit envoyer du pâté. J'aurais bien voulu voir mon père faire un salto sur... Wow. Et après, elle appelle en fait, regardez mon papa ce qu'il a fait. Mais là tu l'as transformé en duchesse ou en reine de la cour là. Non mais c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on réussit justement à créer des choses avec nos enfants et qu'ils ont l'impression de nous voir... genre de manière extraordinaire. Moi je me rappelle une fois Papou, je me rappelle parce que là en fait je suis dans l'éducation musicale en ce moment. Je dis tu vois là ce monsieur, il s'appelle Michael Jackson. Et tu vois Michael Jackson, c'est le plus grand artiste de tous les temps. T'as compris? Et en fait à un moment donné, il y avait le clip de Billie Jean mais en live. Je sais pas si vous vous rappelez Motown les 25 ans. Et en fait au moment où Michael Jackson il fait le moonwalk, je mets pause. Et je lui dis regarde. Ça, et je fais le moonwalk. Wow, comment t'as fait? Et en fait, ce truc-là, vous voyez, ces trucs-là aussi, c'est trop important parce qu'en fait, l'éducation, c'est trop complexe. Donc, il y aura l'éducation de nous, les parents. Il y aura l'éducation à l'extérieur. Il y aura même l'éducation de la famille, en fait, hein, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. Mais il y a tout ce qu'on connaît, nous, en tant qu'humains, qui nous touche et qu'on veut transmettre à nos enfants aussi. Et quand je vous parle de Michael Jackson, moi, je suis un grand fan. Bah ouais. Mais en vrai, moi, je pense que tu dis, c'est un rapport un peu... Enfin, moi, je vois ça, si tu compares un peu au monde général, c'est un principe un peu de leadership, tu vois. De donner de la motivation, une espèce d'aura, de transmettre une aura pour que, peu importe ce qui se passe autour d'elle, son attention, ce sera peut-être... mais mon père c'est ça ou ma mère c'est ça qu'elle a dit
et du coup elle continuera à suivre, ou elle sera toujours motivée à écouter et à te suivre. Et je pense que c'est important, en faisant des actions comme ça crée le mythe et l'aura qui fait que ils ont un respect, parce que finalement quand quelqu'un rentre dans une pièce et qu'a un certain aura, on a un respect pour. C'est vrai. Il y a un respect qui se développe. Et je pense que ce respect-là, on l'achète pas, mais on le gagne nous-mêmes en ayant des actions envers nos enfants positifs ou qui ont un impact sur eux en fait. Ouais. Mais moi là où je trouve c'est assez compliqué, c'est comme une recette en fait. Il faut pas mettre trop d'ingrédients, c'est-à-dire que il faut qu'ils aient confiance en eux, mais pas qu'ils aient un ego surdimensionné. C'est ça. Il faut qu'ils soient sensibles, mais qu'ils soient pas, tu vois, qu'ils puissent se défendre. Tu vois, je veux dire, c'est exactement ça. Les curseurs en fait, ils sont sensibles. Donc il faut pas. C'est là où est la difficulté, je trouve. C'est vrai que c'est là où tu vois en fait la complémentarité et comment dire, et le fait d'être d'éduquer dans une famille, tu sais, un peu, parce que parfois que ça soit moi par exemple ma fille me voit en fait comme un super-héros, mais au juste titre ma femme va lui ramener en fait sur terre, tu vois un peu. Oui. Et va aussi me ramener sur terre, tu vois. Et parfois même elle est surprise, parfois quand pardon ma femme va me parler, je vais écouter, je vais dire franchement t'as raison, tu vois un peu. Et même le fait que ma fille elle soit là, elle se dit tiens, quelqu'un défie mon père. Papa, ok, donc ça veut dire que, et elle aussi, elle se dit, je vais écouter aussi également ma maman, tu vois. C'est ça. Et très souvent, je peux te dire, c'est que là, on est en train on est dans la phase où, papa, c'est un peu mon pote, tu vois, un peu, par exemple, pour venir, pour pouvoir, lorsqu'elle veut jouer, elle va pas dire implicitement, maman, viens jouer avec moi, Ouais. Papa, viens jouer avec moi, tu vois, un peu. Et c'est quand papa est occupé, papa, voilà. Maman, en fait, viens jouer avec moi. Mais cependant, même quand moi je lui dis stop, on arrête de jouer, c'est un peu plus compliqué pour elle. Mais quand sa mère va lui dire stop, on arrête de jouer, c'est instantané. Tu vois. Et je pense que c'est également, c'est comme tu dis, en fait, c'est la recette. C'est là où il faut qu'il y ait quelqu'un pour dire, pour mettre le couvert en fait, en disant oh, c'est bon, ça, on s'arrête là, tu vois un peu. C'est vrai. Mais faut que ça soit réparti du coup, pas que ça soit toujours le même parent qui soit la phase non ou stricte en fait. C'est exactement ça. Je pense que c'est un équilibre entre les deux, se dire sur ça papa il va être le dernier rempart, et sur ça c'est peut-être maman qui va être le dernier rempart. En revanche, oui, mais en revanche quand par exemple ma femme, quand elle est avec avec ma fille, tu vois, ils vont faire un truc, elle n'y arrive pas, je vais appeler papa. Quand je suis pas là, je vais pas. Ah ouais, non papa, tu vois. Et en fait, je crois que sur les petits trucs, et c'est là où tu vois en fait justement si l'enfant, comme on parle d'éducation, l'enfant commence à jauger les limites des choses. Tu vois, sur les petits trucs, par exemple, jouer, allez, c'est bon, ça va, on s'arrête, ça suffit. Mais non, mais machin, tout ça. Et c'est ma femme, machin. Mais quand, par exemple, ça va être une grosse bêtise, par exemple, ah ouais, non. Ah ouais, si papa lui est au courant de ça, ça va mal se passer pour moi. Tu vois, là, c'est pas bon, tu vois. Et ça, en fait, c'est justement ça. Parce que je pense que moi, comment je voyais, en fait, l'éducation, c'est le père, en fait, donne, en fait, les cadres, les règles du jeu. Tu vois, en gros, tu veux jouer au foot, d'accord, voilà le terrain. Le terrain, c'est ça. Les cages, c'est ça. Si tu veux marquer un but, c'est dedans. Mais je t'interdis absolument de jouer le foot en dehors de ce cadre-là. Ok. Donc voilà, débrouille-toi pour être le plus proche des règles du jeu. Et maman va jouer un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que justement, après c'est peut-être des modèles éducationnels à déconstruire ou à construire, mais moi je pense que pour que l'équipe soit bon, c'est dur à porter le fardeau, que ça soit toujours le père qui soit le garant de pas sortir du terrain en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bien sûr. C'est que moi personnellement, je veux pas avoir ce rôle non plus avec ma fille. Je comprends parfaitement. Je veux pas qu'elle soit que je lui inspire la crainte au final parce que j'ai été la personne qui dit tu sors pas du terrain. Ouais. Et donc c'est pour ça que moi sur certains combats ou certaines choses, moi je dis combat parce que c'est un combat tous les jours d'éduquer un enfant, clairement. c'est pas péjoratif quand je dis clairement. ça.
et que les curseurs, ils sont durs à équilibrer. Et je pense que c'est ça qui fait que quand on croise un enfant, on se dit il est bien ou pas bien éduqué, entre guillemets. C'est que quelqu'un qui est bien éduqué, c'est que les curseurs vont être plus ou moins équilibrés, alors qu'un enfant qui va être moins bien éduqué, c'est peut-être que sur une des valeurs ou une des choses, ça va être sur un extrême. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, moi, justement, tous les soirs, tout le temps, on parle avec ma femme, ma conjointe, et on essaye de se dire, sur ces choses-là, c'est toi qui as le rapport de force, ou qui va éduquer, qui va avoir l'aspect négatif, ou sur ça, moi, ça me tient vraiment à cœur, donc j'ai envie d'accompagner sur ce respect de ces règles-là. C'est ça. Et pas juste être tout le temps, moi, en rapport de force, et d'être... parce que moi, en tant que père, je me projette pas sur ce rôle-là. Ouais. Voilà. En fait, pour accompagner ce que tu dis, en fait, l'idée, c'est ma fille, en fait, elle voit une équipe. Quand elle voit papa et maman, c'est une équipe, tu vois. Donc, en gros, en fait, tu sais, les enfants sont aussi manipulateurs. Tu vois, un peu. Donc, à un moment, il va chercher en fait à trouver en fait où est l'axe de déséquilibre. C'est ça. Tu vois un peu. Et aussi au juste titre que nous, je pense que c'est ce qu'on fait pas assez. On ne sonde pas assez nos enfants. Tu vois un peu. Les enfants nous sondent. Ouais. Eux, ils nous sondent. Ils vont faire une petite bêtise comme ça. On va voir comment tu vas réagir. Oui, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. On va encore faire un petit truc comme ça. On va voir ce que tu vas réagir. Oh, si jamais ça va un peu, je peux supporter. Tu vois, je peux supporter la charge. Tu vois, jusqu'au moment il connaît en fait la limite. Tu vois un peu. Il se dit il y a une certaine limite. Mais le fait est que en fait avec ma femme on est en équipe. Tu vois. Et là, l'idée, c'est de, même quand par exemple on prend des décisions, on va dire, concernant l'éducation, c'est ensemble. Tu vois, où on va peut-être choisir ensemble. Sauf que ma femme et moi, on est conscients d'un truc. C'est une très bonne tacticienne. C'est une excellente, mais c'est une fin tacticienne. Et moi, je peux être un excellent stratège. Ok. Tu vois un peu. Donc, on va dire, ça veut dire que moi, c'est la différence entre la tactique et la stratégie. La stratégie, très souvent, c'est à long terme. C'est à long terme, ouais. Ah, c'est à long terme. Tactique, c'est pour contrer... tac. Voilà, exactement. C'est une excellente tacticienne. Et le fait est que ça s'emboîte très bien, tu vois. Et donc, on a cette vision à la fois tactique et stratégique des choses, tu vois. Donc, c'est pour ça que ma fille, on va dire, sur des trucs, par exemple, de tous les jours, peut-être, comment bien se tenir, machin, tout ça. On va se regarder, on va peut-être la regarder, mais le regard de maman... Ouais, ça veut tout dire. est plus profond, tu vois un peu. Et après, maintenant, sur des trucs, peut-être sur du long terme, le regard de papa, tu vois, par exemple, rentrer de l'école, et que, par exemple, dès maintenant, vu qu'il y a des applications avec la prof et machin, tout ça, voilà, ma femme va chercher la petite, elle va voir, par exemple, sur l'application, il y a eu un truc. Déjà, elle va prendre la foudre. Elle sait, ok, maman, je connais. La foudre, c'est tout le temps que je... C'est comme c'est une tacticienne. Donc, elle veut que ça soit métronomé, machin, tout ça. Voilà. Mais t'inquiète même pas. L'averse, ça arrive tout à l'heure, tu vois. Donc, moi, j'arrive à la maison avant que j'ouvre la porte. J'entre. Papa, j'ai fait ça à l'école. Donc, en gros, allez, finissons. Allons vite, faisons ça vite. Donne-moi. Voilà. Qu'on en finisse, tu vois. J'affronte ma peur. Grave. Ah non, mais c'est pour te dire, au point où elle ne va même pas chercher à midi à 14h. Comment ça, machin? Elle m'a annoncé, ma femme va dire, tu vas écouter ta fille. Je lui ai dit, ok, de toute façon, on va s'asseoir, tu vois un peu. Et la petite, elle sait déjà où elle va s'asseoir. Elle sait déjà. Bon, j'ai fait ça. Et elle va le dire avec une telle transparence, tu vois, et ça facilite les choses. Là, finalement, tu es plus dans l'explication en lui disant, bien sûr. On n'est pas content. Non, après, je suis désolé. Oui, je sais, mais je ne suis pas content. D'accord? Je ne suis pas content. Oui, mais maman a déjà dit elle n'était pas contente. Toi aussi, tu ne vas pas être content. C'est pour ça que je ne suis pas content aussi. Finalement, regarde, après, finalement, tu l'amènes sur le raisonnement en disant, regarde, papa n'est pas content, maman n'est pas contente, toi aussi, tu n'es pas contente. Alors, ça plaît à personne. Ça plaît à personne la situation. Je suis désolé.
Et nous, on lui apprend en fait en disant, tu as fait ton erreur. L'un des plus importants, c'est reconnaître ton erreur et savoir réparer l'erreur. C'est ça. Il n'a pas réitéré, pas recommencer. Et ne pas réitérer. Ah oui, non, là, finalement, la dernière fois, Grave. ses lunettes, elle avait oublié ses lunettes. On lui est rentré dedans. Ses lunettes. Quand elle s'est rendue compte, je viens la chercher. Ça me rappelle des choses. Oh là là, Je viens la chercher. J'ai dit, mais elle est où? Elle cherche ses lunettes. Elle était en furie. Mes lunettes. Elle commence à pleurer. Ah, elle m'a pas content à la maison. Et pas mes lunettes, machin. En fait, en gros, c'est qu'elle avait tellement gardé ses lunettes qu'elle avait foutu au fond du sac, de son sac à dos, que finalement, parce qu'elle voulait pas les perdre. Ouais. Et une autre fois, elle vient, elle fait, ah, t'as vu, papa? J'ai mes lunettes. J'ai mes lunettes. J'ai mon cache-cou. C'est un délire. Pareil, quand elle sort de l'école, t'as vu, papa, j'ai fermé mon manteau aujourd'hui. C'est incroyable. Oh là 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 là. Les enfants, vraiment. Je suis pas sorti le manteau ouvert. Grave. Mais les gars, j'aimerais qu'on parle d'une dernière chose parce que là, on a fait un très beau tour. Franchement, c'était grave enrichissant. Mais je suis obligé de vous poser la question, messieurs. Êtes-vous pour ou contre, comme ils ont l'habitude de dire, la fessée? Non, on met les pieds dans le plat. Les gars, je veux votre avis là-dessus. Et quand je dis la fessée, je suis gentil, bien évidemment. Vous m'avez compris. Donc, qui veut commencer? Nali, je t'ai pas beaucoup entendu là ces derniers temps. Contre, non, je suis pas contre. Enfin, nous, on a tous connu la fessée. Je parle pas de battre un enfant, bien évidemment. Oui. Hein. Nous, on a déjà pris une fessée, une tape sur la main, ça nous a pas fait de mal. Ouais. Après, je pense que s'il faut mettre une fessée, il faut que ce soit pour quelque chose de, si je puis dire, très grave, que ça marque le coup en fait. Si c'est une bêtise lambda, je suis pas pour la fessée. Ok. Si c'est pour des petites bêtises, enfin, je veux dire, moi, si ça devait arriver, ce serait pour quelque chose de grave. Genre, si c'est des petits trucs, je suis plus partisan du dialogue ou du va au coin. Ok. Simon. Bah, on va dire que je suis fondamentalement contre. Après, il y a la théorie et la pratique. Ouais. Jusqu'à maintenant, elle est petite et on va dire, elle m'a pas poussé à bout. J'ai été dans des limites de fatigue, des limites autres, mais du coup, c'était pas en réaction à elle, c'était le fait qu'elle dormait pas ou des choses, donc elle est pour rien. Donc, quand je serais confronté à des situations peut-être qui me sortent de l'esprit et qui vont à l'encontre de mes valeurs, je sais pas, en tout cas fondamentalement je suis contre et j'aimerais ne jamais avoir à lever la main sur ma fille parce que j'ai psychologiquement l'impression que quand on commence un point, ça peut aller être moins en moins et qu'au final on tombe dans un truc où on peut lever la main sans le vouloir trop rapidement. Et donc voilà, si je peux éviter l'escalade, bah, je me l'éviterai. Mais je ne suis personne pour juger quelqu'un qui a déjà levé la main sur son enfant. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui est pire? Est-ce que sur une bêtise... Moi j'ai déjà reçu... Non mais sur une bêtise, je pense qu'il est pire, c'est de mettre une fessée ou que la personne rabaisse l'enfant à chaque bêtise. Tu vois ce que je veux dire? Psychologiquement, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Ouais. Non, je suis pas non plus sur le rabaissement. Moi voilà, j'ai une position qui est le dialogue. Après, jusqu'où on peut aller avec le dialogue, c'est là où je te dis, on verra ce à quoi je serai confronté sur la pratique, d'expliquer, mettre au coin. Voilà, je pense que je mettrais beaucoup au coin, mais la fessée, en tout cas, je dirais que fondamentalement, je suis contre. C'est le dernier recours. C'est le dernier recours si je suis vraiment pas poussé à bout. Et je pense que je le vivrais très mal. Je le vivrais pas comme une fierté d'avoir levé la main sur ma fille. Voilà. Moi déjà, je culpabilise quand je la gronde. Alors, c'est ça. C'est là où je voulais en venir, les gars, et ça devient très intéressant. Est-ce que vous êtes... Nali t'a parlé de culpabilité. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit... peut-être que si je fais ça ou si je dis ça, mes enfants vont plus m'aimer? Est-ce que vous y avez pensé à ça ou pas? Bien sûr. Mais je trouve que c'est... Enfin, moi, en tout cas, dès qu'il faut passer par la gronderie, si je puis dire, je finis toujours par le culpabiliser, en fait. Mais je peux pas lui montrer parce que ça veut dire que si je lui montre que je culpabilise, en fait, mon propos, il a pas de sens. Ouais. Il perd toute sa teneur. Donc, c'est ça.
Et c'est là où tu culpabilises le plus parce que tu dois ravaler en plus cette culpabilité et rester droit dans tes bottes. Steve. Bah écoute, moi je suis pas contre la fessée. Déjà. Ok. Ça c'est. Mais. C'est passible d'amende maintenant. Attention. Non, en fait, je suis pas contre la fessée, mais contrairement à Simon qui est un peu plus. En fait, je suis du même avis que Simon, mais sans avoir le discours de. Non, je suis pas contre la fessée, mais en ultime recours. Tu vois, un peu vraiment, parce que parfois, comme je te disais, tu as des personnalités d'enfants, et surtout quand tu as des garçons qui sont casse-cou, qui sont machin, tout ça. Ah oui, tu as beau lui dire machin, alors là, lui, il n'a rien à faire. Regarde, déjà que tu as déjà des adultes qui sont super têtus, supra têtus, donc je te laisse même pas imaginer si tu as ces enfants-là. En fait, c'est un long débat qu'on peut avoir, c'est que je trouve que, en fait, tu peux trouver une solution avec la fessée, ça peut calmer l'enfant, ça peut trouver une solution. C'est juste que psychologiquement, j'ai peur que les gens se disent « Ah bah, fallait que je fasse que ça, tu vois ?» Et que du coup... que ce soit le seul recours, genre. Ouais, et du coup, tu te dis « Ouais, mais pourquoi je m'impatienterais à vouloir être patient, à aller jusqu'au dernier recours, à mon point de rupture, alors qu'on gagnerait 20 minutes si je lui mettais une bonne fessée, on n'en parle plus. » Tu vois, non mais, tu vois, je caricature, mais... Non mais si, je vois exactement ce que tu veux dire, c'est pour ça que ça me fait rire. Tu veux que je te dise un truc? Moi, par exemple... Et chacun a ses propres limites, et voilà, moi je m'interroge moi-même en fait. Quand je fais ça, c'est vraiment une interrogation interne, et quand je serai confronté à la situation, je me poserai encore plus de questions en fait. Je vais te dire un truc, moi par exemple, j'ai été un peu une période tête brûlée. Donc voilà, vraiment une période vraiment tête brûlée. Et ma mère, en fait, justement, du fait que mon père n'était plus là, donc voilà, à un moment, elle était un peu rentrée dans cette facilité où machin. Allez, paf. Ça va vite, tu vois un peu. Et c'est là où je te disais que. C'est pour ça que là aussi, moi aussi, j'ai eu en fait aussi ce switch. D'une maman, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois un peu. Déjà, elle ne sourit plus avec moi, ou voilà, elle va me parler, c'est ferme, c'est dur, c'est. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça, elle a la main qui dégaine facilement, tu vois. Qui dégaine facilement. Mais. Parce que aussi, le truc, c'est qu'à un moment, je la poussais aussi à bout avec des bêtises que je faisais, elle laisse tomber. J'ai fait... à 12 ans, je crois que j'ai fait de sacrées bêtises, tu vois. Vraiment, des vraies bêtises. Et là, le fait est que tu commences à t'y habituer. À la fessée. C'est ça. Ça fait plus rien. Ça fait plus rien. À un moment, ça me fait plus rien. Tu vois. Donc, même ma mère, même parfois... Et c'est là où elle a commencé à comprendre. Ah ouais, il y a un truc qui ne va pas là. Tu commences à t'y habituer. Et en plus de ça, je pense qu'il y a aussi un truc que certains parents africains font et qui descend complètement en fait de l'esclavage. Excusez-moi de dire ça. C'est quand tu dis à l'enfant, va chercher ta chicotte pour pouvoir te faire taper. Waouh. Et ça, c'est aussi également, va chercher ton fouet. Ce que le contreviendra, va chercher ton fouet pour donner, pour faire fouetter. Et c'est exactement. Donc à un moment, tu commences à appréhender. Et si tu suffit simplement que tu as, comme je disais, tu as un enfant qui est un malin, qui est machin, qui appréhende un fait, qui est sensible aux choses, en disant ok, d'accord. Si la dernière fois il m'a tapé, j'ai me machin. Bon, si je suis la trajectoire. J'ai eu mal 10 secondes. Voilà. Non, mais c'est ça. Si je suis la trajectoire. Et même, je peux te dire, on avait déjà des techniques. On savait qu'on mettait déjà 3 caleçons, machin, tout ça, pour on allait chercher la chicotte. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et tu vois c'est là où, pour dire que c'est un éternel débat et que. Voilà. C'est une solution court terme. Et quand elle tapait, tu suivais la trajectoire pour te dire. Ouais, t'accompagnes de toute façon. Tu vas pas contre. Voilà, tu t'accompagnes. C'est incroyable. Non, mais sérieux. Oui. Et là, le truc, c'est que c'est là où le switch, à un moment, elle a compris en disant ok, d'accord. C'est donc comme ça. Donc elle a rechangé en fait justement son procédé, tu vois. Et moi je vois par exemple avec ma fille, non, elle est dans l'affront maintenant là. Là en ce moment c'est clair qu'elle est dans l'affront, c'est l'âge en même temps. On va pas à la on a déjà genre une petite tape à la main, tu vois, un peu en disant ça non, tu vois un peu. Mais on l'accompagne avec le truc qu'elle déteste, c'est ah ok, d'accord.
tu vois. Ouais. Elle ne supporte pas. Et finalement, elle revient et dit, oui, mais j'ai pas fait ça, j'ai dit ça, j'ai pas dit ça, pardon. Ah, non, ok, d'accord. Parce qu'elle sait déjà que ok, c'est des représailles. Mais oui, mais je pense que ça vient aussi du fait de... Mais quand on met sur un piédestal son enfant, je pense qu'aussi il y a ce levier-là, c'est que si on le regarde différemment moment, ça peut être aussi, tiens, oh, ils étaient fiers de moi, et là, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Exactement, et ça c'est très intéressant ce que tu dis, Simon, tu sais pourquoi? Parce que c'est entre guillemets, c'est la technique que je compte utiliser, que j'ai pas encore utilisée, parce que cette carte, en fait, elle est très... elle est délicate à utiliser. Elle est délicate à utiliser dans le sens où, en fait, nos enfants... Pour compléter. En fait, ouais, juste pour finir, en fait, cette carte-là, il faut jouer. J'hésite à jouer la carte de la déception. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire pour un enfant, genre, que de décevoir ses parents. Tu vois. Ouais. Ça veut dire que même au-delà de vouloir taper ou autre, juste dire, franchement, là, papa, il est déçu. Même eux, dans leurs yeux, tu vois que. Oh, c'est clair. Oh là là. Mais ça aussi, d'un côté, en fait, ça me fait peur. Parce que ça peut psychologiquement, ça peut les détruire. Oui. Tu vois? Oui. Et ils vont vouloir constamment presque racheter. Croire qu'ils doivent se racheter au et vouloir notre approbation à chaque fois, être entre guillemets validé par les parents, tu vois? Et ça aussi, c'est problématique. C'est pour ça que cette carte-là. Ça peut être dangereux, ça. C'est pour ça que cette carte-là, elle me fait peur. Ça tu peut vois? être très dangereux. Ouais. C'est pour ça que, en fait, la carte de. Nous, en fait, avec ma femme, on est aussi également dans la conversation. Tu vois, on va lui montrer qu'on va lui montrer qu'on n'est pas content. Tu vois. Et sachant que la chance qu'on a eue aussi également, c'est que, comme je te disais, elle est caractérielle, donc elle sait manifester quand elle n'est pas contente. Donc elle va bouder, elle va tout ça. Nous aussi également, on est dans la même chose. En gros, comme tu connais cela, on va te montrer aussi également. Donc elle va faire un truc, je suis pas content. Même si au fond ça me fait rire. Ouais. Par principe, il y a des trucs, par principe. Voilà. On est obligé. Genre, ma femme et moi, on va se parler. Ouais, machin, chérie, machin, tout ça. Et quand elle va venir, elle va dire, ouais, vous étiez en train de dire. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Mais ça c'est bien. C'est juste pour leur faire comprendre que, vas-y, là, on n'est pas content. Moi, j'ai l'habitude de jouer au roi du silence. Tu vois, ça veut dire que des fois, ma fille, elle va faire une grosse bêtise. Et je vais ranger, mais je vais pas parler. Ah, je suis sûr, elle vient, elle te parle. En plus, elle essaie d'avoir. Mais papa, truc. Et puis elle va voir. Oui, mais papa, il veut pas me parler. Tout ça, machin. Mais en fait, des fois, quand elle vient, et tu vois la tête qu'elle fait. Et moi, je suis genre de papa, j'aime trop rire. Tu vois, ça veut dire que des fois, je me suis déjà retrouvé dans la situation où je les ai grondés. Tu vois, je suis dans leur chambre, je suis en train de les gronder. Et en fait, je pars vite. Parce que il faut pas qu'ils me voient rire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, jouer au roi du silence aussi, tu vois, elle va être là, mais papa, elle va me secouer, tout ça. Et puis moi, je vais faire genre, je regarde la télé. Ou alors, je montre que je suis à fond dans mon jeu, genre à la play et tout. Et qu'après, elle part. Mais je suis obligé de rigoler. Parce que je me dis, purée, c'est bon, au moins, ça l'a touché et tout. Mais en fait, j'arrive pas à rester trop sérieux trop longtemps. En revanche, moi, par exemple, ma fille, je suis là comme ça, je vais par exemple machin, je fais machin. Et après, je le lui rappelle en disant. Bien sûr. Mais. Oui, mais pourquoi? Arline, tu sais que je ne suis pas content. Tu vois bien. Pourquoi je ne suis pas content? C'est exactement ça. Parce que j'ai fait ça. Voilà. C'est ça. Tu vois. Exactement, c'est très important. Avant, pendant, après. Ouais. Voilà, et exactement. Tu vois, parce que le fait, c'est que parfois, quand tu restes dans un non-dit, et que tu n'es pas content dans un non-dit à un moment, bah, parfois ils habillent écoute, tout va bien en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, mais en revanche, c'est le fait de dire t'es pas content. Il y a une fois, ma femme, on a fait un truc. Non mais je crois qu'elle a fait péter un câble, ma fille. C'est on n'était pas content. On lui a montré qu'on n'était pas content. On l'a amené à l'école. Et quand on l'a amené à l'école, bon, tu retires un peu ses jouets. Donc on a retiré en fait certains de ses jouets. Donc voilà. Et elle arrive, elle trouve. Il est où Teddy Bear? Teddy Bear, il est parti. Parce qu'il n'était pas content aussi. Non mais c'était un deuil. Donc, c'est pas possible. La pauvre. Elle a pleuré. Et il y a aussi un truc que ma fille a, c'est la résilience. Oh là 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 là. Résilience et l'harcèlement. C'est une bonne. C'est vraiment son côté ivoirien là, franchement. Ça vaut. Donc, sérieusement. Et
Et le fait est que elle est restée devant la porte. Elle a pleuré pendant 1 heure. Teddy, reviens. Teddy, mais c'est grave ce que vous avez fait, c'est grave. Teddy, reviens, pourquoi t'es parti, Teddy? Teddy, pourquoi t'es parti? Et on a en fait, et ma femme envoie un texto, tu vois un peu, donc voilà, et moi je cache en disant, ah, t'as vu? Tiens, j'ai reçu un message de Teddy. T'as vu, Teddy, ce qu'il a dit? Donc Teddy, t'es parti parce que je suis content. Teddy, reviens. Teddy, reviens. Et elle est venue s'excuser. Tu vois, en disant, papa, maman, je suis désolé, j'ai fait ça. Pardon. J'ai dit, ok, c'est bien, tu as compris. Ne t'excuse pas pour rien. En fait, en gros, parfois, c'est aussi le fait de dire, pardon, je suis désolé. À un moment, ça devient facile. C'est ça. Ne t'excuse pas pour rien. Est-ce que si tu as compris, et après, tu voyais carrément le changement dans le truc. Et quand elle est partie à l'école, elle est revenue, elle a vu Teddy qui était là. Non, on avait fait un coup, il y avait Teddy qui est revenu. Ouais. Et il y a une autre fois, ma femme qui vient, qui sonne à la porte, à la porte, j'étais avec ma fille, elle sonne. Et genre, elle avait mis Teddy et Teddy avait un message comme ça, tu vois, un peu. Ouais. En gros, ah, tiens, ça sonne, on va voir. Ouais. Teddy, elle a pris Teddy. Attends, j'ai dit, attends. Attends, il y a un mot là. Il y a un message là, Teddy a un message. Bon, moi, Teddy, voilà, je viens parce que j'ai compris que tu étais désolé et que tu n'allais plus. Je vais plus refaire. Ah là, c'est incroyable. Mais c'est pas simple la parentalité. Hein. Ouais, t'es obligé des fois, t'es obligé d'utiliser certains leviers et puis en fait, t'es obligé de t'adapter tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'éducation prédéfinie. C'est exactement toujours, ça. Chaque situation, en fait, t'amène à trouver une solution. Ouais, mais c'est ça. Tu peux pas les laisser. C'est ça. C'est comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de mode d'emploi en vrai pour devenir papa ou même maman en vrai. Après, on va dire que les femmes ont plus cet instinct maternel parce qu'elles ont porté l'enfant et tout ça. Mais le rôle du papa est tout aussi important. Vraiment. Même s'il comporte plein d'idées reçues. Grave. Mais ça va être le sujet d'un prochain épisode. Les gars, ça fait quasiment 1h30 de discussion. Franchement, c'était top. Mais c'est bien. C'est bien. L'espace a été créé pour ça. Donc, c'est top. Donc, merci à tous d'avoir accepté mon invitation déjà dans un premier temps. Et est-ce que vous avez un dernier mot ? Merci pour l'invitation. En tout cas, je trouve ça le concept très bien parce qu'on laisse pas souvent c'est pas un ordre commun de la parole de papa. Souvent, je sais pas, c'est un cliché, mais par exemple l'émission sur France 5 qui s'appelle Les Maternelles, pas Les Paternelles. Ouais, je vois très bien, je vois clairement. Donc merci, et puis c'est super concept. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Steve. Merci. Franchement, merci. C'est vrai que j'ai jamais eu l'opportunité de parler de ma paternité. Donc, comme Nali disait, franchement, c'est un chouette concept parce que on a toujours tendance à se dire, les pères, les hommes et machin, tout ça. Les pères, les hommes sont toujours durs. On a toujours le cliché de le père qui abandonne en fait justement la famille ou ses enfants, mais parfois ça cache, il y a beaucoup de blessures derrière. Tu vois un peu, c'est pas parfois certains qui font ça, c'est pas parce qu'ils sont foncièrement mauvais, c'est parce que parfois il y a beaucoup de choses. Il y a aussi également ceux qui embrassent en fait justement cette fonction de père. Tu vois, et parfois on les met pas, on ne prend pas assez en valeur. Exactement, je dirais même pas mettre en valeur, on ne prend pas assez leur expérience, tu vois. On ne prend pas assez leur expérience parce que et je pense que moi c'est ce que je constate, il y a un switch dans la prise de conscience des valeurs en fait des hommes. Tu vois un peu. Ces derniers 10 ans, tu vois plus d'hommes qui sont en demande. Il y a même il y a de plus en plus d'hommes qui sont en demande de paternité que de femmes en demande de maternité. C'est un délire, oui, effectivement. Tu as un peu de prise de conscience voilà, comme tu dis, ils sont en demande de paternité, que même parfois, c'est même les femmes qui disent « Ah non, mais moi je veux plus être mère ». Alors que les hommes, parfois, non, moi je veux mes 3 enfants, tu vois. Bien sûr, mes 2 enfants. Ou même, un autre point, même des hommes qui commencent à assumer en fait même leur fonction d'homme, donc qui sont plus en demande même de mariage.
Contrairement parfois même à certaines femmes. Tu vois. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, franchement, c'est cool d'avoir en fait justement ce type de format pour. Et en même temps, j'apprends, même si je suis papa, j'apprends aussi également de chacun de vous. Je peux apprendre tous les jours de chacun. Exact aussi. Bah, on apprend de nos propres enfants aussi, hein, de toute façon. Exactement. Ouais. Ça, pour apprendre, on nous oblige à ruser de subterfuges. de stratagèmes. Faut être des commandants de guerre. Grave. Et Simon, pour toi, un dernier mot? Bah, merci pour l'invitation et j'ai passé un très bon moment et c'était très enrichissant ce partage d'expérience. Moi, autour de moi, j'ai pas beaucoup d'amis qui sont pères encore. D'accord. Enfin, ou qui sont en passe de le devenir, donc j'ai pas eu l'occasion d'avoir forcément cette discussion. Donc c'est toujours très cool pour moi de prendre l'expérience de personnes qui ont des enfants plus âgés en plus. Ok, très bien. Mais justement, on avait parlé en off, tu as une association, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Avec plaisir. Alors, en fait, je suis président d'une association qui s'appelle Aureus, dans le 77, et donc l'objectif, c'est de faire émerger, démocratiser la pratique e-sportive dans les quartiers prioritaires de ville. Donc ce qu'on appelle l'e-sport, c'est la pratique compétitive des jeux vidéo. Et en fait, contrairement à ce qui pourrait être véhiculé dans les médias, l'approche en compétition nécessite du matériel qui coûte cher et donc qui est pas accessible pour les quartiers prioritaires de ville. Et donc, nous, on aimerait créer un lieu d'accueil pour la jeunesse et aussi surtout pour les encadrer, leur véhiculer les bonnes manières de jouer aux jeux vidéo, parce qu'actuellement ils jouent, ceux qui peuvent jouer jouent chez eux et donc acquièrent des mauvais comportements, et donc nous notre objectif c'est de se réaccaparer cette jeunesse pour leur véhiculer les bonnes manières de jouer. Ok, franchement c'est top. Belle initiative. C'est vrai que je m'en rendais pas compte, c'est vrai que lorsque tu as une pratique du jeu vidéo mais qui est limite sportive, tu as une discipline. Donc parfois, et contrairement, on croit que le gars qui est le e-gamer, c'est le gars qui est machin. Non, en fait, il a ses temps. C'est ça. En fait, il joue pas beaucoup, il joue bien. Il joue de manière efficace. Et c'est ça qu'on veut leur apprendre. C'est ne jouez pas trop, jouer de manière efficace. Et on va vous donner les clés pour jouer de manière efficace dans une bonne structure positive et avec des bonnes valeurs. Ok. Ça aussi, c'est une bonne question, les écrans dans l'éducation et tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'essaye de bannir. Moi aussi. Moi aussi. Moi, j'ai limité. Vraiment, j'ai limité à... Ça dépend. Le mercredi, 1h. Et le week-end, 2h. Vraiment, comme toi, je crois que c'est 20 minutes après le dîner, la petite... Ouais, moi, j'ai coupé parce que... Ça, ce que tu dis, c'est vrai, mais il faut faire attention. Parce qu'il faut aussi également voir ce que ton enfant voit. Moi, par exemple, il y a un dessin animé, Ishka et Mishka. Masha et Mishka, t'as vu? Je t'ai dit chat. Non, mais les dessins animés d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. J'évite. C'est de la méchanceté en boîte. Comment l'enfant... méchanceté en boîte. Donc, en fait, en gros, j'ai évité... je sélectionne. J'ai vu ça avec Peppa Pig aussi, je crois que c'est... Peppa Pig, c'est une petite impertinente. Hein. Ouais. Ah oui. Ah, elle est très insolente, je vous jure. Parce que dire à son papa qu'il est gros... Ah ouais. Je suis pas confronté encore à ça. Ah non, c'est clair. C'est clair. Et... Non mais on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est très important. C'est un bon thème en tout cas, le rapport aux écrans. Ouais, c'est très important. Il y aura peut-être une partie 2, mais en tout cas les gars, on va rester là-dessus. Donc encore une fois, vraiment merci. Et chers auditeurs, on vous invite à vous abonner, à en parler autour de vous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt. L'eau vide, papa.